Un bon général d'armée est moins embarrassé à la tête de ses troupes qu'un mauvais auteur à la tête de ses écrits. Celui-ci ne sait quelle contenance tenir. S'il fait le fier, on se plaît à rabattre sa fierté. S'il affecte de l'humilité, on le méprise. S'il dit que son sujet est merveilleux, on n'en croit rien. S'il dit que c'est peu de choses, on le croit sur parole. Ne parlera-t-il point du tout de son ouvrage? La dure nécessité pour un auteur. Si l'on examine bien les actions et les discours des hommes, on trouvera que le sérieux et le comique y sont fort proches voisins. On voit sortir de la bouche d'un bon comique les maximes les plus sérieuses, et tel qui affecte d'être toujours sérieux est plus comique qu'il ne pense. Tous les ouvrages des hommes ne sont que des ébauches. L'homme lui-même n'est qu'un ouvrage ébauché, où le Créateur n'a pas voulu mettre ici-bas la dernière main. Quand on se propose de parler de tout, la perfection ne consiste pas à dire sur chaque sujet tout ce qui s'en peut dire, mais à dire bien tout ce qu'on en veut dire. Il suffit que chaque pensée y soit finie en elle-même. Encore faut-il qu'elle ne soit pas tellement finie, qu'elle ne laisse rien à penser. Le monde est un livre ancien et nouveau. De tout temps, l'homme et ses passions en ont fait le sujet. Ses passions y sont toujours les mêmes, mais elles y sont écrites différemment, selon la différence des siècles. Et dans un même siècle, chacun les lit différemment, selon le caractère de son esprit et l'étendue de son génie. Dans cet état médiocre que je mets entre le peuple et les grands seigneurs, on peut être poli sans fourberie et franc sans grossièreté. On peut n'avoir ni la bassesse du peuple, ni la hauteur des grands. En un mot, on peut être ce qu'on appelle un galant homme. Ils sont également incapables et d'attention et de patience. Rien n'est plus prompt que l'effet de l'ouïe et de la vue, et cependant, ils ne se donnent le temps ni d'entendre, ni de voir. On convient que l'un et l'autre sont fort méprisables. Cependant, on les estime quand ils excellent. Un railleur fin et délicat fait les délices de la conversation. Et tel qui s'approprie habilement le bien d'autrui s'attire la vénération de ceux-mêmes à qui il coupe la bourse. Et voyant le triomphe de ceux-ci, on dirait que ce n'est ni la médisance, ni le vol qu'on blâme dans les autres, mais seulement leur malhabileté. On les punit de n'avoir su atteindre la perfection de leur art. Combien voyons-nous de maris et de femmes qui, dès la seconde année de leur communauté, n'ont plus rien de commun que le nom, la qualité, la mauvaise humeur et la misère. Sur un terrain bien différent, les philosophes bâtissent des édifices superbes qu'on appelle systèmes. Ils commencent par les fonder en l'air, et quand ils croient être parvenus au solide, le bâtiment s'évanouit, et l'architecte tombe des nues. Je pardonne à ceux qui sont à l'extrémité de leur vie de s'abandonner aux médecins, et à ceux qui sont à l'extrémité de leur bien de s'abandonner au jeu. Les jeunes gens disent ce qu'ils font, les vieillards ce qu'ils ont fait, et les sots ce qu'ils ont envie de faire. L'ambitieux parle contre la paresse, le paresseux contre l'ambition. Le négociant déteste la guerre, et le guerrier maudit la paix. Le savant méprise le riche en souhaitant des richesses. Le riche méprise tout net la science et les savants. Les gens raisonnables blâment l'amour, et les amants se révoltent contre la raison. Ceux qui ne sont point mariés condamnent les maris jaloux,
et ceux qui le sont les justifient. Un génie marié est un génie stérile. En effet, les productions de l'homme sont bornées. Il faut opter de laisser à la postérité ou des ouvrages d'esprit ou des enfants. Je suppose qu'un fils aime son père selon toute l'étendue des obligations qu'il lui peut avoir, et que le père n'aime son fils que parce qu'il lui appartient. La tendresse paternelle l'emportera encore, car l'amour de propriété est toujours plus fort que l'amour de reconnaissance. Un faiseur de réflexion continuelle est un ennuyeux personnage. Il ne vous donne pas le temps de respirer. Ô Dieu, transportez-moi vite hors d'un pays où l'on ferme l'oreille aux sentences du pauvre pour écouter les sottises du riche. Il semble qu'on refuse à ce vertueux mal vêtu sa place entre les hommes, pendant qu'on met ce riche sot au rang des dieux. Vous avez raison, lui dis-je. La vie de l'homme est trop courte pour bien connaître un seul homme. Il faudrait vivre au moins un siècle pour connaître un peu le monde, et en revivre encore plusieurs pour savoir profiter de cette connaissance. Nous sommes trop curieux de savoir ce que le monde fait, et pas assez d'apprendre ce qu'il devrait faire. C'est pour cela qu'on voit tant de gens qui savent comment on vit, et fort peu qui sachent vivre. Sans la crainte de ces jugements, que de héros auraient été moins héros, que de guerriers pacifiques, combien peu de vertueux se seraient fait aimer, que de scélérats se seraient fait craindre. Les exhortations des pères, le naturel des enfants, l'amour des maris, la vertu des femmes, tout cela aurait bien peu de force, sans le candidaton du public, qui retient chacun dans son devoir. Si nous vivions 2 ou 3 siècles, chacun jouirait à la fin de la réputation qu'il mérite. Le public est si malin qu'il rend moins volontiers justice aux vivants qu'aux morts, et que souvent il ne lève les morts que pour rabaisser les vivants. Le public est, pour ainsi dire, toujours en âge viril par la solidité de sa raison. C'est un enfant que le moindre jouet fait courir comme un écervelé. C'est un vieillard qui radote quelquefois en murmurant, sans savoir à qui il en veut, et qu'on ne peut faire taire quand il a une fois commencé à parler.